Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir à la Fondation pour un nouveau numéro de ce cycle S'inspirer, respirer, qui essaie d'être un lieu de rencontre aux confins de l'actualité politique au sens large et des sciences sociales. On essaie voilà, d'éclairer des questions qui hantent notre actualité, notre temps présent, avec des auteurs, des chercheurs qui peuvent notamment nous aider à penser ces questions-là. Mais c'est vrai que là, on est dans un moment un peu précis, parce qu'on est... Enfin, un moment, je dirais, tendu, puisqu'on est entre deux tours d'une élection présidentielle évidemment assez compliquée. Et j'avais envie d'évoquer une question qui a été assez peu abordée pendant cette campagne, depuis plusieurs mois, alors que pourtant elle semble extrêmement, j'allais dire, décisive, centrale, depuis plusieurs années. C'est la question de la jeunesse. Vous vous souvenez de ces mots d'Emmanuel Macron au moment de l'épidémie du Covid, pendant l'épidémie, où il avait dit « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». Et c'est vrai qu'il y a des images qui nous ont tous frappés, enfin, en tout cas moi c'était le cas, mais j'imagine que c'est le cas pour vous aussi, où on se souvient de ces images, de ces queues, de ces files d'attente d'étudiants devant des banques alimentaires, qui étaient une image quand même assez saisissante. Imaginez qu'en France, vous pouvez penser des étudiants comme ça, à ce point-là, dans un état de désœuvrement, c'est vrai que c'était assez frappant. Et plusieurs études, beaucoup d'études sont sorties ces dernières années, même ces derniers mois, sur la question de la jeunesse, et il y en a beaucoup la plupart, même la majorité d'entre elles, révèlent par exemple que plus de 80% des étudiants aujourd'hui sont extrêmement inquiets sur la possibilité même de terminer leurs études. Ce qui est quand même un indice un peu assez saisissant, de se dire qu'aujourd'hui, être étudiant, ça devient vraiment une épreuve du combattant. Alors quand je parle de la jeunesse, évidemment, tout de suite on peut se dire mais de quelle jeunesse je parle, puisque pour le coup toutes les études que j'évoque là, on va en parler ce soir avec nos invités notamment, insistent sur le fait qu'une jeunesse française n'existe pas, mais qu'elle est évidemment indexée à l'idée de la pluralité. Il existe des jeunesses. Et c'est vrai que on le sait très bien, et depuis longtemps, et les sociologues le disent depuis des décennies, la jeunesse est finalement multiple, elle est hétérogène, notamment eu égard à son capital culturel, social, géographique, genré, on va revenir dessus. Il y a énormément de critères qui évidemment conditionnent le fait qu'être jeune, c'est évidemment une expérience extrêmement éclectique, différente selon sa situation. Stewart Shaw, dont je vous présenterai tout à l'heure le travail, parle dans son livre de fractures intragénérationnelles beaucoup plus importantes que les fractures intergénérationnelles. Et c'est vrai que c'est une évidence. Je peux évoquer une étude dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, qui avait été publiée par l'Institut Montaigne, qui s'était attardée sur la question de la jeunesse dans son rapport à la politique traditionnelle. Elle mettait en avant, justement, pour parler de cette hétérogénéité, 4 types de jeunesse. Elle mettait en avant une jeunesse, 39% en l'occurrence, qui étaient des démocrates protestataires, attachés au vote, attachés à la vie démocratique, dans ses rituels les plus installés. Une partie, 26%, était désengagée de la politique. Voilà, indifférent à la politique, même pas intéressé. Une autre partie, 22%, étaient carrément des révoltés, c'est-à-dire favorables à un changement radical dans une tradition, disons, plus révolutionnaire ou insurrectionnelle, comme on dirait aujourd'hui. Et une autre petite partie, évidemment minoritaire, 13%, eux étaient carrément transgressifs, c'est-à-dire une jeunesse attachée, pas attaché à la démocratie, entre guillemets, et plutôt même tolérant à des comportements, j'allais dire, violents ou déviants. Donc c'était pour dire que même dans le rapport à l'institution, à la politique, à l'engagement, on voit bien que la jeunesse elle-même est extrêmement hétérogène. Et pourtant, et c'est ça qui est important, je pense, en deuxième temps de ma présentation, c'est que si, en effet, la jeunesse est fracturée, hétérogène, éclectique, elle est aussi, évidemment, homogène dans le sens où elle partage des épreuves. Et d'une certaine manière, elle se réunit, si vous voulez, sur la question de l'impossibilité, par exemple, d'accomplir un idéal, l'impossibilité d'aller jusqu'au bout de ses rêves. On voit bien qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là, je parlais tout à l'heure des files devant les banques alimentaires, et ça, elle a été partagée par beaucoup. On voit bien que cette jeunesse-là partage des épreuves. Et par exemple, on peut prendre le premier tour des élections présidentielles il y a quelques jours. Sur son abstention, on voit bien que massivement, les jeunes de 18 à 30 ans ont été beaucoup abstentionnistes, puisque chez les 18-24 ans, on a eu 42% d'abstentionnistes et 46% chez les 25-34. Donc on voit bien qu'on est quand même là dans une défiance, en tout cas dans un rejet de la politique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est une défiance institutionnelle, voilà. Et pour autant, et j'aimerais dire ça, c'est le troisième temps de ma présentation, si en fait elle est hétérogène, mais qu'elle a des approches partagées, par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la jeunesse
et aussi d'une certaine manière à l'avant-garde de la société. Sur plein de questions aujourd'hui centrales, politiques, elle est, j'allais dire, vraiment extrêmement pertinente. Et bizarrement, alors que la puissance publique, l'État s'y intéresse peu ou mal ou pas assez, on va en parler tout à l'heure, elle arrive paradoxalement à se faire entendre sur beaucoup de questions. Évidemment, la question climatique environnementale est un peu aujourd'hui l'une de ses causes principales. C'est vrai que là-dessus, elle est quand même assez très très engagée. Il suffit de voir les marches pour le climat qu'il y a eu ces dernières années. Elle est très très forte. Son rapport au travail aussi est intéressant. On voit bien qu'il y a un basculement générationnel sur le rapport au travail, le sens qu'on veut lui donner, le sacrifice qu'on est prêt ou pas à lui faire. Donc il y a peut-être un changement culturel sur cette question-là, qui est plus compliqué à définir. Moi, je pense qu'on pourrait en reparler. Et évidemment, la réduction des inégalités sociales, elle est très très sensible à cette question-là. Et bien sûr, la question des violences sexuelles et de la domination masculine, où là aussi, on voit bien que la jeunesse vraiment est massivement, extrêmement engagée et très sensible. Donc voilà, on voit bien que par-delà ses inquiétudes, sa défiance à l'égard de la politique, elle est quand même extrêmement rassemblée autour de ces enjeux-là. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on aimerait ici ce soir essayer d'éclairer, de comprendre, voilà, et pour essayer de peut-être donner un horizon possible ou pas à ces jeunes qui aujourd'hui en manquent. Et j'ai proposé à 3 personnalités de venir parler avec nous, qui ont qui sont tous les 3 jeunes, donc déjà c'est ce qui les réunit au moins, et qui ont des regards évidemment complémentaires, différents, mais qui, je pense, peuvent justement à partir de leur propre expérience, de leur propre savoir, nous éclairer de manière un peu, j'allais dire, lucide sur ces questions-là. Alors, je vous les présente. Salomé Merlu, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes militante associative. Vous avez créé une association qui s'appelle Chemin d'avenir, qui essaye dont la vocation est d'essayer d'informer, d'accompagner des jeunes de la France périphérie, des quartiers populaires, pour essayer de les réintégrer dans la société, dans le débat public. Et vous avez beaucoup travaillé pendant plusieurs mois, et notamment pendant cette campagne, sur la question justement de cette jeunesse et de comment la manière de la réintégrer. Vous avez organisé une sorte de grand dispositif avec France Inter notamment, sur justement, vous avez invité des candidats à être interpellés par des jeunes. Et ce travail-là vous a aussi mené à écrire un document que la Fondation Jean Jaurès a publié il y a quelques jours, là, qui s'appelle le Contrat Jeunesse 2022, dans lequel on peut lire 12 propositions pour le quinquennat, qui sont des propositions très concrètes sur la manière justement de soutenir cette jeunesse. On va en parler tout de suite, tout à l'heure avec vous. Merci d'être venu. Merci à vous. Stewart Cho à vos côtés. Bonsoir Stewart. Bonsoir. Vous êtes alors responsable des études politiques à l'Institut Via Voice. Donc vous êtes sondeur, expert en stratégie d'opinion, voilà. Et vous avez notamment, et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je voulais vous écouter ce soir, publié, il n'y a pas l'année dernière, il y a quoi, en début d'année, il y a quelques septembre, mois. Septembre, 2021. ça, ouais, c'est récent, avec Frédéric Dabi, un livre qui s'appelle La Fracture, publié aux éditions Les Arènes, qui est une étude extrêmement précise, documentée, sur justement l'hétérogénéité de la jeunesse dont je parlais tout à l'heure rapidement, et qui est, je pense, un document important pour essayer de comprendre justement en quoi cette jeunesse contemporaine de 2022 est une génération à part, c'est-à-dire à part à la fois comparée à la jeunesse d'avant, la mienne en gros, et à part aussi des aînés d'aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des différences à tout point de vue là-dessus, et que, bon, en gros, c'est une jeunesse définie, caractérisée par une inquiétude, avec une obsession du motif de la crise qui est aujourd'hui évidemment centrale, peut-être plus pour eux que pour leurs aînés, la crise environnementale, la crise sociale, la crise politique, la crise démocratique, on va en reparler tout à l'heure. Et ce qui est intéressant dans votre livre, je trouve, c'est que précisément vous mettez bien en tension et en balance cette génération, dans le sens qui est tiraillée entre à la fois, disons, une envie de réinventer le monde, une sorte d'utopie, d'idéal quand même qui existe, et évidemment une forme de résignation. Et donc c'est dans cette tension-là aussi qu'aujourd'hui, peut-être, cette jeunesse de 2022 se définit peut-être le plus clairement. Et enfin, j'ai proposé à Marin Vouquet, bonsoir, de venir, qui est Marin, est un romancier qui a publié ces 4 dernières années, 2 livres qui ont été très remarqués chez Actes Sud. Le premier s'appelait 7-7 et le deuxième GAV.
et qui, sans être une radiographie précise sociologique de la jeunesse contemporaine, en même temps en sont une forme de miroir. En tout cas, c'est des textes puissants, très très fulgurants, nourris par une expérience de cette jeunesse-là, parce que de cette manière, on peut en reparler, mais vous êtes un peu, j'allais dire, votre propre, presque, disons, modèle. Enfin, vous vous inspirez de votre propre jeunesse à vous, dans les quartiers de Seine-et-Marne, et de ces quartiers un peu perdus, où il y a une sorte d'ennui, de vide, je ne sais pas, qui intervient, mais on pourra en parler. Et vos livres traduisent, je pense, merveilleusement bien un certain, disons, état de la jeunesse, un état désorienté, fatigué, inquiet. C'est toutes ces questions-là que je voudrais aborder avec vous trois. Alors peut-être pour commencer, Stewart, je parlais tout à l'heure de l'abstention assez massive des jeunes au premier tour des élections présidentielles. Est-ce que, peut-être rapidement là-dessus, on ne va pas insister trop non plus sur cette élection, mais elle est quand même un symptôme de la manière dont cette jeunesse aujourd'hui existe. Est-ce qu'elle vous a surpris? Est-ce qu'elle était attendue? Et qu'est-ce qu'elle a confirmé de vos propres travaux sur cette justement fracture et sur cette, disons, désaffiliation à la politique institutionnelle? Oui, je pense que c'est l'expression de ce qu'on avait un petit peu prédit depuis un certain nombre de temps. Si on analyse la sociologie électorale de ce premier tour, c'est vrai qu'on a quand même 3 blocs de jeunesse qui s'expriment assez clairement et qui méritent aussi d'être analysés, avec un premier bloc des primo-votants, en tout cas de ceux les 18-24 qui sont allés voter, qui se sont téléportés très massivement sur un vote Jean-Luc Mélenchon. On remarque d'ailleurs que c'est une jeunesse plutôt urbaine, plutôt diplômée, plutôt informée. Vous avez des 25-34, effectivement, qui sont, eux, plutôt téléportés vers un vote Marine Le Pen. Puis vous avez un troisième bloc massif, vous l'avez rappelé, plus de 60%, qui se sont abstenus. Et d'une certaine façon, je pense que c'est à la fois un cri d'alerte politique et un cri d'alerte démocratique aussi. Je pense que ça, on ne cesse de rappeler que le premier parti de la jeunesse, c'est l'abstention, et puis sans vraiment arriver à déceler comment on pourrait y remédier. Donc ça, c'est un premier point. C'était attendu, oui. Alors, on avait espoir finalement que cette campagne portée par des sujets qui, avant évidemment l'émergence et la résurgence de la guerre à nos frontières, bouleversent un petit peu les choses, et puis même peut-être des tonalités de la campagne qu'on n'avait pas forcément prédit avec l'éruption de certains personnages dans la vie politique. Mais vous voyez, il y avait quand même des sujets à la base qui étaient porteurs. On a beaucoup parlé d'écologie, d'environnement. Ça fait 3 ans qu'on ne cesse de parler du monde d'après sans savoir vraiment ce qu'il en est. Donc il y avait plutôt une dynamique qui nous faisait espérer que voilà, il y a des sujets qui appartenaient au registre de la jeunesse et qui pourraient de manière peut-être un peu plus euphorique et enthousiasmante, porter les jeunes à se tourner vers la politique. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on est effectivement face à une campagne dont le registre émotionnel est plutôt terne, sur des sujets qui sembleraient être des sujets qui importent un peu moins les jeunes. Donc effectivement, je trouve que c'est important de le rappeler et de parler de cette élection, mais pas au sens du résultat en tant que tel, mais au sens de sa composition sociologique, parce que la conséquence démocratique, c'est quand même, à un moment donné, cette démocratie des seniors qui est en train de se produire face à une génération de l'abstention qui est en train aussi d'émerger. Et donc, on va finir par avoir des politiques qui vont prendre des décisions dont les principaux destinataires seront les jeunes, qui n'auront pas, finalement, adhéré à ce choix-là. Donc, on est face à un divorce qui est assez massif. Et oui, c'est expliqué, je fais très rapidement, parce qu'on y reviendra très longuement, je pense, ce soir, mais moi, je vois trois éléments. Le premier élément, c'est effectivement la logique un peu du tous pourri, puisqu'on a une jeunesse qui est extrêmement défiante vis-à-vis du personnel politique. 82% des 18-30 aujourd'hui considèrent notre personnel politique malhonnête. Et puis, il y a une deuxième logique qui, là, me semble encore plus frappante, c'est la logique du tous impuissant face aux enjeux qu'ils identifient très clairement. C'est-à-dire que le politique n'a plus la capacité d'agir et de changer la vie des gens. Et n'a plus la capacité d'investir les sujets qui les concernent. On parlera d'environnement très certainement. C'est assez frappant de voir que vous avez aujourd'hui 10% seulement des jeunes qui considèrent que les partis politiques, les mouvements politiques pourront apporter des solutions efficaces pour lutter contre le changement climatique. Donc ça montre qu'il y a une forme de vanité du vote qui s'exprime et qui se révèle là avec cette sorte d'exil électoral où les jeunes ne vont plus voter. Et puis le troisième élément,
là aussi, qui me semble important, c'est la crise de la représentativité, qui touche peut-être pas singulièrement la jeunesse, mais qui en est, je pense, l'expression la plus intéressante. C'est-à-dire qu'on est face à une jeunesse qui remet un petit peu en question le principe même d'être représenté. Et ça, je pense que d'un point de vue démocratique, c'est assez intéressant et ça va se diffuser sur l'ensemble des champs de la vie sociale, notamment dans le monde de l'entreprise. C'est assez frappant. Donc voilà, trois leviers, moi, qui me semblent expliquer effectivement ce divorce, en tout cas, entre les jeunes et le personnel politique, et peut-être ce niveau d'abstention élevé. Alors, dans le livre, vous expliquez que globalement, la jeunesse, au-delà de son hétérogénéité même, a l'air de regretter de vivre une époque pourrie, enfin morose, de malchance. Je crois que c'est le terme que vous employez. Comment comprendre ce rapport à cette malchance? Comment le définir et en quoi ça pèse énormément sur son mode d'existence? Bon, alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments d'explication. Alors, j'aurais la modestie de dire qu'on a des éléments de réflexion. C'est évidemment pas, je pense, exhaustif. Déjà, il y a quelque chose de contextuel. On vient de vivre quand même 2 ans de crise sanitaire. On a tendance à l'oublier, mais qui ont aussi frappé de plein fouet cette jeunesse-là. Il y a une conscience de génération qui se crée autour de cette crise, même si la jeunesse ne l'a pas vécue de la même façon selon les ressources qu'elle a pu évidemment avoir en sa possession pour affronter ces incertitudes-là. Tu parlais tout à l'heure très justement des conséquences concrètes, ne pas aller au bout de ses études, renoncer à un stage, renoncer à un premier emploi. Il y a des chiffres qui sont quand même assez frappants, même si c'est entre 20 et 30% d'impact dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de jeunes. Et ces jeunes-là, c'est des citoyens aussi, c'est des gens qui vont s'exprimer après en politique ou dans le monde du travail ou autre. Donc effectivement, il y a un effet contextuel, conjoncturel très puissant. Et puis il y a, je pense aussi, des logiques d'opinion historique, puisque cette enquête, elle a le mérite d'être réalisée depuis 1957 à échéance tous les 10 ans. Et il y a un premier chiffre, tu parlais tout à l'heure de cette jeunesse un peu à part, il y a un premier chiffre qui me semble très intéressant et qui peut ouvrir un peu les discussions de ce soir. En 1957, on avait posé la question, moi j'y étais pas, mais ils avaient posé la question aux mêmes 18-30 à cette époque, est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une génération à part ? Seulement 19% avaient répondu oui à cette question. En 2021-2022, ils sont 86%, enfin on est 86%, je suis parti encore pour 1 an et demi de cette catégorie 18-30, avoir exprimé le fait d'être dans une forme de génération singulière. Et ça, je pense que la capacité à se percevoir et à appartenir à une génération singulière, je trouve que ça structure assez bien aussi la manière dont après ils vont penser le monde. Donc ça, c'est le premier élément. Pour expliquer la question de la malchance, moi je vois 2-3 indicateurs. Le premier indicateur, c'est l'intensité du niveau de bonheur. Alors c'est une question un peu bateau, c'est vrai, mais je trouve qu'elle donne, quand on la lit un peu historiquement, elle donne des aperçus intéressants. L'intensité du niveau de bonheur, on voit que ça décroche à partir début des années 2000, c'est-à-dire qu'entre 57 et la fin des années 90, on a des 18-30 qui sont plutôt satisfaits de leur vie, avec des niveaux de satisfaction assez hauts. Et puis à partir de 2000, on voit que ça décroche, et puis là, on perd à peu près 20 à 30 points en 10 ans. Donc ça montre qu'on est face à une jeunesse qui, je ne sais pas dire si elle est malheureuse, parce qu'au global, elle est plutôt heureuse, mais en tout cas qui a plus de mal à se dire vraiment épanouie. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, c'est l'époque de la malchance. Là, pour le coup, c'est la première fois où on a une jeunesse qui estime que vivre à son époque, c'est pas une chance, c'est une malchance. Et ça, je pense que c'est aussi structurant pour la suite. Et puis, il y a 2 autres indicateurs qui me semblent alimenter tout cela. Le premier, c'est qu'on est face à une jeunesse désidéalisée, désidéologisée. Et je trouve que c'est assez symptomatique aussi du fait on parlait de politique, mais on a très peu aujourd'hui d'espace où on arrive à dire aux jeunes il y a une perspective intéressante, il y a une perspective enthousiasmante, et donc les jeunes, c'est aussi le produit de ce qu'on en fait, et donc ils n'ont plus d'idéal. C'est-à-dire que, c'est pas qu'ils n'ont plus d'idéal, pardon, c'est qu'en fait ils ne croient plus en la notion d'idéal pour agir, en se disant finalement il faut agir de manière pragmatique et efficace, mais l'idéal, c'est un peu les espoirs déchus qu'on nous a fait miroiter pendant un certain temps. Donc une jeunesse qui est désidéalisée. Et puis le dernier élément, on disait un petit peu tout à l'heure, mais c'est cette jeunesse qui pour la première fois doute de sa capacité à influencer la destinée de son pays. Alors évidemment, ça veut tout et rien dire, mais je trouve que là encore une fois, ça remet en perspective
l'abstention, le désengagement de certains jeunes. On est vraiment face à une jeunesse un peu... c'est paradoxal parce qu'elle n'a jamais été aussi, à mon sens, diffusionniste, influente sur un certain nombre de choses, notamment en politique. Elle bouleverse un certain nombre de codes dans le monde, dans l'entreprise. Je trouve que le rapport au travail qui est impulsé par la jeunesse est quand même assez étonnante. Et pour autant, on est face à une jeunesse qui se dit, voilà, j'ai perdu la maîtrise aujourd'hui de ma capacité d'influence. Et donc tout ça fait qu'effectivement, on est face à cette génération 18-30 qui se dit, voilà, les choses sont... Je ne sais pas si de la résignation ou peut-être un excès de lucidité aussi. Non, mais ce qui est frappant aussi, c'est que sur beaucoup de questions, j'allais dire sociales, un peu culturelles, elle est extrêmement en décalage avec la génération de ses aînés, sur la question évidemment, par exemple, de l'accueil des migrants, sur la question du vote des étrangers, sur la question du port du voile dans l'espace public. C'est des questions qui apparemment ne posent pas de problème pour cette génération-là, contrairement disons, aux boomers, quoi, pour le dire vite, où on voit bien que ces questions-là sont extrêmement tendues et compliquées. Voilà. Et donc, est-ce que tu penses que d'une certaine manière, là, il y a un changement de paradigme par rapport à ces questions-là? Est-ce que la jeunesse, pour le coup, a des choses à apprendre à ses aînés? Oui, certainement, mais on a tous à apprendre des différentes générations. Tu disais tout à l'heure, et c'est ce qu'on essaie de dire un petit peu dans ce livre, malgré le titre qui s'appelle La fracture, pas forcément choisi non plus, mais on aurait pu l'appeler Les fractures, parce que les fractures déjà la fracture entre cette jeune génération, cette jeunesse avec les jeunesses passées, donc ça je pense que c'est une première fracture intéressante. Une fracture intergénérationnelle, c'est vrai, sur certains sujets de société, on pourra y revenir et tu les as un petit peu évoqués. Et surtout, une fracture intragénérationnelle qui, à mon sens, est absolument absente du débat public. On ne cesse de parler de jeunesse Greta, de jeunesse désenchantée, etc. Enfin, il y a des jeunesses et on n'a jamais été aussi frappé par son caractère hétérogène, alors que dans le débat public, on a l'impression d'en faire un bloc un peu monolithique et de s'adresser du coup à elle comme si, avec un seul message, avec des seuls arguments, alors qu'en fait, elle lit le monde aussi assez différemment. Et sur la question sociétale, c'est vrai qu'on est face à une jeunesse un peu... c'est une jeunesse ambivalente dans une société du paradoxe. Donc on a une jeunesse qui est à la fois très ouverte sur le monde et en même temps elle est née aussi dans une forme d'ouverture à la mondialisation et je pense que ça elle ne le conteste pas. Et on est aussi face à une jeunesse qui d'une certaine manière se sent tellement vulnérable que parfois il y a un durcissement sociétal que l'on perçoit et qui nous étonne sur un certain nombre de sujets. On pourra y revenir. J'en ai un exemple, mais des études du CREDOC qui montrent que sur cette génération-là, la question de la solidarité, la question de la solidarité nationale, du collectif, est en train aussi un peu de se fissurer. Et je pense que peut-être, d'ailleurs, que les enjeux des années qui viennent pour cette jeunesse-là, c'est de lui faire comprendre pas de lui faire comprendre, mais en tout cas de la convaincre toujours de l'idée selon laquelle le destin individuel est toujours lié au destin collectif. Et je pense que c'est peut-être l'un des cris d'alerte que moi je vois dans ce livre, dans cette enquête, et que je vois dans cette fracture-là. C'est que les jeunes ont à un moment donné tellement été en désaccord avec ce qu'ils voyaient qu'on a l'impression qu'ils font effectivement bande à part et qu'il y a une forme d'individuation presque extrême et qui mettent des gens sur le bas-côté et ceux qui peuvent s'en sortir s'en sortent, mais que du coup il y a un collectif qui a du mal aujourd'hui à émerger, et je pense que c'est pour ça qu'on insiste sur cette fracture intragénérationnelle, parce qu'à mon sens elle est assez déterminante. Je reviendrai vers toi après, mais je voulais demander à Salomé Merliou, dont je disais tout à l'heure que l'association Chemin d'Avenir travaille un peu à essayer de conjurer, disons, précisément ces fractures, essayer de ramener la jeunesse, disons, dans un projet de société. Et je disais que vous aviez donc organisé cette journée là, spéciale, c'était quoi, en mars, février, je sais plus. Février, voilà. 22 février. Donc à France Inter notamment, avec tous les candidats interpellés par les jeunes. Et justement, est-ce que vous pouvez nous résumer le sens de cette journée? Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'interpellation des jeunes eux-mêmes? Quelles ont été les thématiques, les sujets qui vous ont semblé les plus saillants et qui pour vous étaient un symptôme d'une attente, j'allais dire, forte de la part de la jeunesse? Alors, chez Chemin d'Avenir, cette association que j'ai fondée, dont vous parliez,
qui existe depuis 2016. Notre objet social, c'est informer, accompagner, promouvoir les jeunes des zones rurales et des petites villes, donc de la France dite périphérique, qui représente à peu près plus de 10 millions des moins de 20 ans, pour donner un ordre d'idée, et qui sont, et encore aujourd'hui, même s'il y a des évolutions depuis quelques années, qui sont longtemps restés dans l'angle mort des pouvoirs publics et des dispositifs d'égalité des chances, raison pour laquelle nous menons au sein de l'association une action de plaidoyer en faveur de cette jeunesse, pour la mettre en lumière, pour lui donner la parole et pour permettre que des dispositifs de politique publique, notamment, lui soient dédiés. Dans le cadre de l'élection présidentielle et de la campagne, nous nous sommes dit que nous voulions élargir cette action de plaidoyer en faveur de la jeunesse de manière beaucoup plus large, de façon à pouvoir toucher aussi bien les jeunes de la ruralité que les jeunes des quartiers sensibles, les jeunes en situation de handicap, les jeunes dans la rue, les jeunes avec des situations sociales, économiques, culturelles extrêmement diverses. Donc nous l'avons fait à travers plusieurs étapes. D'abord une série de podcasts qui s'appelle #Place aux jeunes, et où chaque semaine nous donnons la parole à un jeune avec un profil très différent qui vient parler de lui, de sa vie, de son ressenti, y compris vis-à-vis de la politique, de ses attentes vis-à-vis de l'élection. Ensuite cet événement, main dans la main avec France Inter, et puis le contrat jeunesse 2022 dont on pourra parler. Sur l'événement, la façon dont on a fonctionné, c'était de dire sélectionnons à l'aide de la société civile, donc d'associations comme Bibliothèques sans frontières, Article 1, Mosaïque RH, des associations comme Unicité. Allons chercher des jeunes qui représentent la jeunesse française dans sa pluralité, dans sa diversité et dans ses différentes fractures, et mettons ces 100 jeunes en situation d'interpeller les candidats. Donc il y avait aussi bien Marine Le Pen que Éric Zemmour, pour ne citer que, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, etc. Mélenchon n'était pas là ? Alors il devait venir, et finalement il a annulé la veille pour le lendemain, voilà, pour tout dire. Et Macron non plus, évidemment. Et Emmanuel Macron n'était pas candidat à ce moment-là. Encore, il aurait pu l'être, mais je crois que ça s'est joué à quelques jours près, de fait. Et donc l'idée, c'était de dire, faisons en sorte que ces jeunes qui manifestement se détournent des partis traditionnels, qui manifestement se détournent du vote, qui cherchent d'autres façons de s'exprimer, de s'engager, puissent interpeller les candidats, leur poser des questions. Et en fait, on avait fait en sorte qu'au cours des semaines précédentes, on ait 400, 500, 600, 800 questions qui nous remontent, et qui viennent des jeunes eux-mêmes. Et ensuite, on les avait panachés en fonction des candidats, et de façon à ce que l'ensemble de la journée et des débats soit intéressant pour les spectateurs, parce qu'il y avait plusieurs centaines de spectateurs. Et donc, il y avait à chaque fois une série de 14-15 jeunes sur scène face à un candidat pendant 45 minutes. Donc, c'était vraiment des échanges assez substantiels. L'idée, c'était absolument pas que ce soit à 10 minutes à bâton rompu, mais qu'on puisse aller très en profondeur. Et donc, on était parti des questions des jeunes. Et ce qui était très étonnant, c'est que des questions qui nous paraissaient être un peu les marronniers de la pensée jeune, où on se disait en travaillant en amont, c'est sûr qu'elles vont tomber, sur les plusieurs centaines de questions, par exemple, la question de la légalisation du cannabis, elle est remontée une fois. La question de la gratuité des transports pour les jeunes, pas du tout. Vous-même, ça vous a surpris ? Oui, enfin, quand on travaillait là-dessus avec France Inter et avec les journalistes qui allaient poser les questions, on se disait, ah tiens, c'est marrant, enfin vraiment. Alors que, évidemment, l'écologie, c'était extrêmement majoritaire dans les questions. La question de l'égalité femmes-hommes et des violences faites aux femmes également. Il y avait des questions sur les enjeux de géopolitique, ça oui. Alors pas encore tout à fait sur la guerre en Ukraine qui a été plus de 2 jours plus tard, mais en tout cas, il y avait des questions effectivement plus sur la place de la France dans le monde, et puis des questions très personnelles aux candidats. Ça, c'était assez amusant, mais qui montre bien d'ailleurs tout ce que vous disiez par rapport à la défiance vis-à-vis du politique et à l'envie aussi de se sentir représenté par des hommes et des femmes un peu de chair et de sang qui viendraient poser des vraies questions aux jeunes, vraiment interagir avec eux et répondre à leurs questions. Voilà, ils voulaient savoir de quoi Marine Le Pen avait peur, qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon, s'il était venu, ferait au lendemain du second tour, et est-ce qu'il partirait en vacances, et si oui, où, qu'est-ce que ça faisait pour Emmanuel Macron s'il avait été candidat. Il y avait des questions pour lui d'habiter dans un palais. Quel était le plus grand regret de Valérie Pécresse. Enfin voilà, on était aussi sur ce type de questions-là.
et dans les échanges qu'on a pu avoir avec les jeunes. Et c'est évidemment très paradoxal parce qu'on peut se dire aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils peuvent s'informer, ils peuvent être sans cesse branchés sur les chaînes d'information, les informations leur viennent et coulent à flot et ils devraient avoir le sentiment d'avoir les outils pour s'informer et pour voter. Ce qui remontait quand même beaucoup, c'était le côté « on ne sait pas ». On ne sait pas quels sont les programmes. Quand on entend des choses, elles ne s'adressent pas à nous, elles ne nous parlent pas. Et en gros, on ne va pas voter parce que sinon on voterait comme nos parents et ça ne nous intéresse pas. Et qui sont ces gens qui ne nous représentent pas en réalité. Et on a besoin qu'on vienne nous chercher. On a besoin qu'il y ait de l'émotion, effectivement, qu'on parle aussi à nos indignations. Et puis, malgré tout, à nos défis et à nos difficultés du quotidien qui sont celles que vous évoquez, et notamment dans le cadre de la crise sanitaire, où effectivement, et moi j'essaie à chaque fois de pondérer les choses, c'est-à-dire je suis très attentive à la question d'une génération dite sacrifiée qui m'agace un peu pour tout dire. Je trouve qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie et qu'une génération sacrifiée, c'est quand même une expression qui a été utilisée dans des contextes bien précis qui sont des contextes de guerre avec des jeunes dans des tranchées. Là, oui, là, je ne sais pas si on peut employer ce terme et il faut toute proportion garder. Il y a des qualificatifs, il y en a eu des dizaines oui, depuis voilà, des années. bien sûr. Désenchanté. Désenchanté. Ça, mais bon, désenchanté, c'est quand même moins violent que la bof génération. Je me souviens ça quand j'étais jeune, c'était ça. Oui, ça c'est mais en revanche, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la gravité des situations rencontrées par les jeunes dans le cœur même de la crise sanitaire et le fait que le contexte depuis soit particulièrement morose et que tout cela ait un impact sur le porte-monnaie des jeunes, sur leur orientation, sur leur projet d'avenir et que pour le moral, ça ne soit pas très bon, ça c'est une évidence, effectivement, et ça se ressentait dans les questions posées au cours du débat. Et du côté des politiques eux-mêmes, est-ce que vous avez été frappé par plutôt l'idée qu'ils étaient sensibilisés à leurs attentes ou au contraire indifférents? Parce que c'est toute la question, c'est qu'on voit bien que les dispositifs de politique publique quand même, à l'égard des jeunes sont quand même assez insuffisants. On va en reparler peut-être plus en détail après, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'ils avaient un peu réfléchi à ces questions-là ou est-ce qu'ils se sentent sous pression et ils se sont dit, en gros, est-ce que c'est un enjeu important ou pas pour eux? Oh non, je pense quand même qu'ils étaient très au fait du public qu'ils avaient face à eux, très soucieux de les convaincre ou de les séduire ou de les persuader selon la personnalité, dans un rapport direct et essayant de répondre à leurs questions, avec des personnalités aussi comme Christiane Taubira qui était là à l'époque, qui était vraiment dans un échange d'ailleurs très... encore une fois, direct, incarné avec eux. Et d'ailleurs, ils étaient assez sensibles. Après, quand on posait des questions, finalement, les candidats qui étaient le plus descendus dans l'arène et qui avaient le plus remonté leurs manches, il y avait une réaction immédiate en termes d'adhésion. Donc non, je pense qu'on ne peut pas dire que les candidats ne traitent pas la question des jeunes. Les programmes avaient ces dimensions-là. Est-ce que vous pensez, tu vois, peut-être une idée là-dessus, est-ce que la jeunesse c'est un sujet rentable entre guillemets pour les politiques professionnelles? Est-ce qu'en gros, est-ce que l'enjeu de la jeunesse est pour eux important ou est-ce que c'est vraiment peanuts? En fait, ce serait peut-être bien de dire ça parce que ça représente quoi finalement dans une masse électorale finalement le poids des jeunes? Je suis un peu embêté de répondre à ces questions parce qu'après on va me dire oui mais c'est pour ça aussi que les jeunes s'abstiennent et que c'est pas trop grave s'ils s'abstiennent. Si on devait raisonner en termes de retour sur investissement, c'est vrai qu'on a le concours Lépine de la meilleure réforme pour la jeunesse à chaque campagne présidentielle par les candidats et pourtant en fait on se rend compte que c'est très très peu de jeunes qui effectivement déjà vont voter et pèsent dans un électorat d'un candidat. Pour autant, cette année, c'est peut-être, alors pour tout vous dire, la jeunesse votante, primo-votant, et on va dire, si on monte un peu jusqu'à 30 ans, c'est à peu près 8 millions d'électeurs potentiels, ce qui est nettement en dessous des autres catégories de votants. C'est-à-dire qu'on est à peu près à 12 millions pour les catégories aînées. Donc effectivement, numériquement, ça pèse un peu moins. Pour autant, je pense que c'est important pour les politiques, évidemment, d'en parler, parce que déjà, c'est un sujet qui est évidemment important, c'est les citoyens de demain. Deuxième raison, c'est que s'adresser à la jeunesse, c'est s'adresser à beaucoup plus que la jeunesse. Quand vous vous adressez à la jeunesse, vous vous adressez à ses parents, vous vous adressez aux grands-parents et vous vous adressez évidemment à ceux qui vont faire la société de demain. Donc de cette manière-là, c'est évident que c'est important. Et puis le troisième élément, il est peut-être un peu plus stratégique, mais c'est peut-être le sondeur qui parle, mais c'est que c'est une caisse de résonance énorme, la jeunesse. C'est-à-dire que si vous voulez vous foirer un quinquennat ou une campagne, il faut taper sur la jeunesse. Parce que c'est là, je pense que, et c'est tout le paradoxe qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une capacité d'influence qui est assez
phénoménal, et pour autant, ils se sentent soit pas représentés, soit pour ce qu'on s'est dit, finalement, il n'est plus le pouvoir d'agir sur les choses. Donc oui, c'est vrai qu'en termes de poids politique, c'est pas un investissement qui est très, très porteur. Mais je pense qu'en termes de message, ouais. c'est il faut les soigner. Il faut les soigner. Et d'ailleurs, il y a quand même un grand nombre de candidats qui a su aller leur parler, y compris sur leurs propres canaux, à travers les réseaux sociaux. Et les jeunes réagissaient aussi. Enfin, j'entendais assez régulièrement à la radio encore ces derniers jours des jeunes dire « Ah oui, plutôt un tel, mais parce qu'il est venu nous parler avec nos mots ou elle est venue nous parler avec nos mots et sur nos réseaux, par exemple. » Mais c'est vrai que là, c'est peut-être la première élection où il est vrai que la jeunesse, je ne dis pas peut faire basculer les choses, mais peut donner un visage à l'élection très différente. Tout à l'heure, on parlait de la sociologie électorale. Quand vous avez un candidat qui fait près de 40% sur une tranche de la population, c'est quand même énorme. Et sans cette tranche-là... En l'occurrence, Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, mais pareil pour Marine Le Pen. Quand elle surperforme, elle fait près de 40 aussi, entre 35 et 36% selon les chiffres, sur une génération 25-34, ça fait quand même du monde. On sait bien que sur cette campagne-là, les seuils de qualification pour le second tour, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, c'est 420 000 voix. Donc, je raisonne là de manière assez numérique, algorithmique, donc ça ne sert à rien de dire ça, mais ça veut dire aussi que ça a quand même un poids. Et pour le coup, je trouve que les candidats qui s'en sont le mieux sortis en termes de campagne, c'est aussi ceux qui, auprès de la jeunesse, s'en sont le mieux sortis. D'ailleurs, sur les jeunes, vous voyez, les deux candidats en tête, c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, et c'est deux candidats où les jeunes les ont trouvés les plus convaincants, peut-être lors de cette émission-là, mais plus généralement. Donc ça veut dire aussi que ça porte une élection, la jeunesse dans une élection. Oui, peut-être si on sort d'ailleurs du calendrier immédiat et qu'on pense au prochain quinquennat et au fait que la jeunesse fait sécession, ne se sent pas représentée, le président de la République ou la présidente de la République qui trouvera peut-être le moyen de craquer le système et de vraiment toucher les jeunes, c'est aussi celui ou celle qui arrivera, me semble-t-il, à s'adresser à des jeunes qui reste dans l'angle mort. C'est-à-dire que là, je remets ma casquette chemin d'avenir, mais vous voyez, c'est d'ailleurs tout le sens du prix Goncourt Nicolas Mathieu, que vous avez forcément lu, Leurs enfants après eux, qui tout à coup a mis la lumière juste avant la crise des Gilets jaunes, par hasard de calendrier et une intuition littéraire assez forte sur la jeunesse des territoires, alors plutôt dans l'Est de la France, et sur le fait, qu'est-ce que c'est que grandir dans une petite commune désindustrialisé, quand on n'a pas grand-chose à faire, quand on est d'origine modeste, quand on prend son scooter pour rouler sur des petites routes et qu'on va se baigner dans l'étang d'à côté. Les jeunes qui accompagnent Chemin d'avenir au quotidien, et donc là ils seront 5000 jeunes qu'on accompagne bientôt quotidiennement dans la construction de leur parcours académique, pré-professionnel et citoyen. Ce sont des jeunes qui font face à vraiment une série de défis du quotidien qui vont de l'autocensure sur le thème de « c'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne et donc je n'ai pas le droit de prétendre à tous les métiers ou à toutes les formations », aux enjeux évidemment économiques et sociaux, puisqu'aujourd'hui 80% des classes populaires vivent en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues, donc cette France-là, c'est aussi dans certains cas la France des fragilités économiques et sociales. La question de l'éloignement des opportunités académiques, culturelles, professionnelles, la question des enjeux de mobilité et d'assignation à résidence. On ne part pas de chez soi pour aller faire des études parce que les frères et sœurs ne l'ont pas fait, parce que ça coûte cher, parce qu'il y a des questions de représentation. Et la crise sanitaire a été pour ça très lourde de conséquences, parce que des parents qui n'avaient déjà pas très envie d'envoyer leurs enfants faire des études supérieures dans la grande métropole la plus proche, dans le contexte de la crise, à la rentrée 2020, ça n'allait pas de soi pour eux, c'est peu de le dire. La question de la fracture digitale aussi, on pourrait y revenir, mais qui est une fracture à la fois technique et d'usage dans ces territoires. Et donc, ce sont des millions de jeunes qui ne font pas beaucoup de bruit, pour le dire de manière un peu caricaturale. Leurs parents, encore une fois, tout ça est très caricatural et je me permets de tirer les choses à grands traits comme on le faisait là, mais
On peut dire étaient les gilets jaunes et potentiellement c'est aussi les enfants des gilets jaunes, mais eux n'étaient pas sur les ronds-points ou en tout cas de manière très très minoritaire. C'est pas qu'ils sont en train de bloquer les campus de Sciences Po et la Sorbonne. Non, exactement, c'est un autre. Voilà. Et pour autant, cette jeunesse qui est à la fois éclatée, dispersée sur l'ensemble du territoire français, qui évidemment regorge de potentiel, d'envie, de capacité à faire, à agir, et qui représente un vrai levier pour que la France puisse à nouveau faire société, elle n'est pas adressée dans le sens où il n'y a pas encore. Alors, encore une fois, ça progresse, et je pourrais citer quelques politiques publiques qui ont été testées ces dernières années et qui l'adressent plus largement, mais c'est des jeunes qui ont été hors radar pendant très très longtemps, et je finirai peut-être là-dessus sur la question de l'engagement. Nous, chez Chemin d'Avenir, un de nos indicateurs de réussite, c'est justement l'engagement des jeunes. C'est-à-dire que quand on va les voir dans leurs établissements scolaires et qu'on leur dit peut-être que vous n'allez pas cocher tout de suite la case du séjour à Singapour ou du stage qui fait bien sur un CV, honnêtement, c'est pas grave. On peut vous donner des outils qui vont vous permettre de faire des choses et donc de développer des compétences, y compris transversales, de rencontrer des gens, d'être un peu acteur et en position de faire, et donc ensuite de changer les choses et d'être recruté plus facilement et de participer à la société française sur la lutte contre les inégalités, les enjeux climatiques, etc. Ils commencent par ouvrir des grands yeux, parce que quand on leur dit « engagez-vous », ils sont là « oui, d'accord, mais comment ?» Et quand on leur donne des outils concrets pour le faire, à l'échelle de leur établissement scolaire, de leur commune, de leur département, ils ont une capacité d'action et d'impact qui défraie la chronique. Et donc, c'est vraiment tout le travail de l'association, et c'était ce que j'essayais de raconter dans Les Invisibles de la République, le livre que j'ai coécrit avec Erki Maillard sur le sujet. Ces jeunes-là, si vous leur donnez les moyens, si vous allumez l'étincelle, ils peuvent aller très très loin en termes d'engagement et en termes d'effet de levier sur l'ensemble du pays. Et donc je pense, mon sentiment, c'est que le président ou la présidente qui, dans les prochaines années, le prochain quinquennat, mais également par la suite, trouvera les moyens de les embarquer plus, certes de traiter leurs problèmes du quotidien, mais aussi de les faire rêver, de les re-idéaliser, mais pas au sens éthéré ou romantique du terme, mais au sens une vision, un espoir, des dynamiques, et de les embarquer dans ce flux-là. Ça pourrait faire la différence. Alors, avant de me tourner vers Marin, je vais juste peut-être prolonger ce travail-là que vous avez fait, parce qu'en effet, je parlais tout à l'heure des 12 propositions, là, je les ai quelque part, que vous avez donc proposées, écrites, donc le contrat de jeunesse 2022. Donc, c'est un travail de collaboration avec des associations d'économie solidaire. Vous avez travaillé longtemps. Et donc, pour le coup, c'est assez précis, parce que c'est un programme politique, quoi, en gros. Voilà. Donc, j'imagine, vous avez envoyé à tous les candidats, j'imagine. Alors, oui. Ouais. Et en même temps, pour tout vous dire, donc l'idée c'était de le remettre aux candidats le 22 février, et puis ensuite de faire la tournée des uns et des autres dès le lendemain ou le surlendemain pour les inciter à signer. Le surlendemain, c'était la guerre en Ukraine. D'accord. On s'est dit qu'en termes de priorité et de minimum syndical de gestion de l'actualité et des priorités, y compris émotionnelles, on n'allait pas aller frapper aux portes jusqu'à ce qu'ils signent ce contrat, mais qu'on y reviendrait très fortement après l'élection. On ne va pas toutes les détailler, parce qu'on n'a pas le temps, mais ce serait quand même bien de dire quelques mots quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de propositions que je trouve intéressantes. Alors vous, par exemple, vous proposez l'existence d'un capital jeune des 18 ans, ce qui serait 10 000 € garantis par l'État. Vous proposez un campus d'innovation rurale par région, une chambre des générations futures, je trouve ça intéressant aussi comme outil institutionnel. Vous proposez des équipes de prévention santé jeunesse localisées, notamment sur la question de la santé mentale, on n'a pas parlé, mais qui est quand même un des gros problèmes aussi auquel s'est exposée la jeunesse, notamment pendant la crise sanitaire. Vous voulez faire de l'orientation une grande cause nationale. Et vous voulez proposer aussi un droit national au mentorat. Voilà, sans détailler forcément chacune, est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse un peu de ces propositions-là, parce que c'est vrai qu'elles sont pour le coup très précises, très pragmatiques, j'ai envie de dire, et très concrètes. Est-ce que pour vous c'est ce qui manque à une politique publique de la jeunesse aujourd'hui, parce qu'on n'arrête pas de dire que la politique de la jeunesse n'existe pas suffisamment, etc. Est-ce que c'est ces petites mesures-là qui pourraient changer peut-être un peu un état des choses entre Alors guillemets ? Oui, ça j'en suis convaincue. En termes de méthode, c'était vraiment très intéressant et assez challenging, parce que on était donc une trentaine d'associations autour de la table, avec des groupes de travail thématiques, 5 groupes de travail, mais donc il y avait des associations ou des structures de l'économie sociale et solidaire, des startups sociales, etc., qui traitaient de
de sujets aussi différents que effectivement le handicap parmi la jeunesse française, la question de la santé mentale, la question de l'orientation, la question de la mobilité, les enjeux, des enjeux plus politiques, des enjeux liés à la ruralité ou aux quartiers sensibles. Donc l'idée, c'était d'atterrir sur des propositions qui fassent consensus et qui arrivent à réunir des sensibilités, y compris politiques, très différentes, et qui surtout partent vraiment des jeunes. Donc on a aussi interviewé beaucoup de jeunes pour aboutir à ces propositions-là. Et donc, bah, vous l'avez dit, hein, les grandes tendances, les grandes dynamiques, c'était les questions de santé, parce que c'est quand même un nerf de la guerre, j'imagine, en termes de corrélation avec le niveau de bonheur et de satisfaction, cette question-là est criante, et elle l'a été particulièrement dans le cadre de la Covid-19. Et les chefs d'établissement avec lesquels je travaille tous les jours dans le cadre de Chemin d'Avenir, on a 70 établissements partenaires, font remonter là un niveau d'alerte parmi leurs élèves et de cas critiques vraiment graves, hein, de tentatives de suicide, qui sont très largement supérieures à ce qui pouvait exister par le passé. Donc il y avait toute cette question-là, des sujets d'égalité des chances, des sujets de représentativité, hein, c'est la question de l'Assemblée nationale, de la Chambre des générations futures, en se disant, bah, puisque les jeunes ne se sentent pas assez représentés, il faut qu'on leur donne les moyens, alors certes de participer à la réflexion sur des politiques publiques éventuelles, mais aussi de comprendre les rouages de la décision publique pour pas qu'on tombe aussi dans un yaka faucon qui est parfois un peu facile, hein, quand elle vient de la jeunesse. Bah oui, mais il n'y a qu'à faire ça. Oui, alors vous allez voir pourquoi c'est plus compliqué d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue administratif. Et puis oui, vous, si vous votez pour ça et que quelqu'un d'autre vote pour autre chose, bah, peut-être que ça ne marchera pas. Et dans ces cas-là, ce ne sera pas toujours le juste milieu. Il ne sera pas forcément un compromis. Donc voilà, il y a cette idée d'avoir des jeunes députés qui soient nommés, tirés au sort dans la société française, qui aient le droit de refuser une fois, mais qui sinon puissent avoir une année de formation et puis une année où effectivement ils participent à la décision publique. Toute la question effectivement de l'orientation, du mentorat, qui sont des questions centrales parce qu'elles permettent de remettre le jeune au centre de sa propre destinée. Le mentorat, donc c'est une des actions qu'on mène chez Chemin d'Avenir, et on fait partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Mentorat, qui représente beaucoup d'associations, et à nous toutes, on accompagne 100 000 binômes de jeunes avec un mentor chacun, donc ça veut dire 100 000 Français également qui sont engagés pour des jeunes et qui les accompagnent de façon individuelle pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Le mentorat, alors, commence à être assez valorisé en France, mais a été testé comme un levier d'ascension sociale et de réalisation de soi extrêmement puissant. Et donc, à mon sens, il y a là un levier vraiment pour les jeunes sur lesquels il faut parier. La question de l'orientation, et à mon avis, on y reviendra dans les prochaines années, centrale également. Et puis, beaucoup, et là, il y a forcément aussi un tropisme personnel, mais c'était intéressant de voir que ça remontait très largement, beaucoup d'enjeux liés à la mobilité, dans les deux sens. C'est-à-dire que là, on voit, je pense, aussi les conséquences de la crise sanitaire vis-à-vis du regard sur la France des territoires. Comment faire pour donner envie aux jeunes de s'installer dans ces territoires-là ou d'y rester quand ils y grandissent, mais pour y faire des choses, et en ayant les moyens de créer leur entreprise, de reprendre l'exploitation agricole de leurs parents, mais dans de bonnes conditions, de faire partie d'une espèce de pépinière associative qui crée du lien social et qui donne des lieux de sociabilité, y compris dans la ruralité la plus profonde. Donc il y avait toute cette dimension-là. Et puis à l'inverse, certaines propositions qui portaient par exemple sur la possibilité pour des jeunes Français d'avoir un système de correspondants en France. Donc là, il y a des études sur lesquelles nous, on a beaucoup travaillé, notamment avec la Fondation Jean Jaurès, montrant que un jeune qui a bougé en France avant d'entrer au lycée a beaucoup plus de chances de s'insérer dans la vie professionnelle que s'il est resté immobile au sein du même territoire, tout simplement parce qu'il ira chercher la formation, le métier qui lui correspondra le mieux, même si ce n'est pas dans la commune d'à côté. Et donc l'idée, c'est de dire c'est formidable et très important pour un jeune Français de pouvoir aller vivre quelques semaines ou quelques jours en Espagne ou en Allemagne. Mais si déjà un jeune Vosgien est capable d'aller à Marseille, ou si un jeune Parisien et des quartiers sensibles dans la banlieue de Paris se sent autorisé à aller dans la campagne, dans la Nièvre par exemple, ça créera du lien social, ça créera des liens entre les générations, entre les catégories socioprofessionnelles, entre les territoires, et ce sera bénéfique à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et donc on a proposé
et j'ai bon espoir que ça voit le jour à un moment donné, un système de correspondants, où un jeune Vosgien a un correspondant dans un quartier sensible du côté de Marseille, va passer une semaine à Marseille et découvre un autre bassin d'emploi, d'autres réflexes socioculturels, un autre environnement, et ensuite accueille son correspondant dans les Vosges et se retrouve aussi à être acteur de son territoire et donc à valoriser celui-ci, la forêt, la montagne, les lacs, les emplois qui sont représentés chez lui, avec, à mon sens, et encore une fois, tout ça, on le vérifie par des chiffres, beaucoup d'impact aux échelles à la fois individuelles pour ces jeunes et puis à l'échelle de la société française. Voilà. Et donc, effectivement, 12 propositions, comme en toute modestie, les 12 travaux d'Hercule. Entre nous, vous allez être mise de la jeunesse, là, bientôt, non c'est pas prévu? Je ne pense pas que ce soit prévu. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler, mais c'est très gentil de le penser, en tout cas. Bah oui. Marin, je reviens vers vous, un peu tard, désolé. Salomé parlait d'une jeunesse sous les radars, invisibilisée, oubliée. Est-ce que c'est un peu la jeunesse que vous avez essayé de traduire, dont les affects ont été traduits dans vos livres? Je parlais de la jeunesse de Seine-et-Marne, de quartiers comme ça, où vous avez vécu, grandi, un peu perdu, où vous vous ennuyez sous des abribus, où il ne se passe pas grand-chose. Quelle jeunesse vous avez cherché dans vos romans à raconter? Quelle jeunesse vibre, disons, pour vous dans ce livre? Et surtout, qu'est-ce qui vous frappe aujourd'hui dans ce qu'on vient de dire, dans le débat, la manière dont on en parle? Est-ce que vous trouvez qu'on en parle bien, pas suffisamment bien, de manière décalée, trop technique? Qu'est-ce qui manquerait peut-être dans les mots qu'on a utilisés, des mots plutôt, en effet, venus de la sociologie, d'études, pour mieux en saisir, disons, les visages? Alors, concernant mes livres, dans le premier 7-7, effectivement, ça se passe en Seine-et-Marne. Donc là d'où je viens, c'est une jeunesse qui est pétrie d'ennui. L'ennui est vraiment le cœur de tout. Alors si on rejoint un peu ce que vous disiez, il n'y a pas réellement de vie associative, il n'y a pas de choses comme ça qui font un maillage. Et dans GAV, c'est autre chose. Ça se passe plus en banlieue parisienne. Et l'idée, c'était plus de déconstruire, c'est beaucoup de choses, hein, il parle de beaucoup de choses, mais notamment de déconstruire une image qu'on peut avoir justement d'une jeunesse de banlieue qui est vue d'une certaine manière et qui est vécue d'une autre. Notamment par les médias, notamment par les politiques, où lorsqu'on s'adresse, on va utiliser ces termes de quartier sensible, de machin truc. Lorsqu'on y vit, je ne crois pas qu'on ait l'impression de vivre dans un quartier sensible. C'est cette image qui est collée. De la même manière, quand on parle de jeunesse sous les radars, moi, lorsque j'y ai vécu, je ne me disais pas que j'étais sous les radars, en fait. Ça, c'est l'image qui est renvoyée. Et à partir de ce moment-là, on interagit avec nous de cette manière-là. L'interdiction, je crois qu'elle vient peut-être de soi, mais elle est avant tout imposée par les autres. Et cette philosophie ambiante qui essaie de nous faire croire que les problèmes viennent de soi et que c'est à soi de régler, je crois que c'est totalement ignorer le poids et la violence du truc extérieur. Des choses qui manqueraient, en tout cas pour moi, c'est, vous parlez de mots, et des mots qui ont du corps. Pour moi, les mots de pépinière, de start-up, de toutes ces choses-là, sont des mots à gerber, c'est-à-dire qui sortent du corps. C'est des termes qui font sentir d'être à l'extérieur de la société alors qu'on y est soi-même. C'est une espèce de fantasme qu'on a essayé de créer, de se dire la jeunesse veut faire partie de ce truc de start-up, de machin, de truc. Non, je crois pas. Je crois que c'est un fantasme de trentenaire. Vous parliez de leurs enfants après eux, que je n'ai pas lu malheureusement, mais ce que j'ai l'impression, c'est que c'est un livre qui parle d'une photographie à un moment donné, les années 80, les années 90, et le regard qu'on peut avoir là-dessus, c'est un regard qui ne peut que être nostalgique, qui n'est pas du tout le regard de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'ai 30 ans, je ne pourrais pas dire ce que c'est, en 2022, de venir de Vernoux-la-Selle-sur-Seine, à La Turelle, en Seine-et-Marne. C'est encore autre chose. J'ai 30 ans, donc j'ai été cette génération à qui on a répété souvent, je me rappelle de ce prof de sport qui nous disait qu'on était une génération sacrifiée, qu'ils avaient eu les Beatles, qu'ils avaient eu les Stones, qu'ils avaient eu l'homme sur la Lune, qu'ils avaient eu mai 68, qu'ils avaient eu... et que nous, on n'aurait rien. Et je crois qu'en un sens, ils se trompaient. Nous, on a eu un truc extrêmement important qui est Internet. C'est-à-dire que j'ai été la génération qui a vécu avant Internet, et ensuite Internet est arrivé, la génération qui a donné toutes ces informations, qui a tout donné, hein, ces états d'âme, les premiers blogs avec les histoires d'amour, on racontait tout, sans se douter qu'Internet derrière pouvait être
un monstre, un golem qui pouvait se retourner. On a tout donné. Et je crois que c'est une génération, peut-être que je me perds, mais c'est une génération qui est peut-être extrêmement abstentionniste, mais extrêmement politisée. Ouais. Et encore plus celle qui arrive. Lorsque je fais des ateliers d'écriture dans des collèges, dans des lycées, dans des MEX, dans des foyers, dans plein de structures, ils sont extrêmement au fait de plein de choses, notamment effectivement sur les rapports de domination des hommes sur les femmes, sur les questions LGBT, QIA+, sur toutes ces questions-là, extrêmement au fait, extrêmement décomplexé. Moi, j'étais choqué les premiers ateliers où je posais des questions. Est-ce que des trucs qui me paraissent débiles aujourd'hui, mais je leur demandais par exemple, est-ce qu'un garçon peut se maquiller ? Bah oui, évidemment. Moi, on aurait posé ça, moi, quand j'étais au collège. On se serait tous offusqués. Et là, pas du tout. Donc, je crois qu'il y a plein de questions sur lesquelles ils sont extrêmement politisés. Mais je pense des sujets sur lesquels ils ont conscience d'avoir un impact. Sur ces questions-là, oui, dans la vie de tous les jours, c'est des questions urgentes, importantes et sur lesquelles je peux agir. Sur les questions plus globales de politique plus globale, il y a une vraie conscience que en réalité, le pouvoir n'est pas dans nos mains. C'est-à-dire que, quelle que soit la personne pour qui on va voter, on parlait de les programmes, je les ai pas lus, je sais pas s'il y a un problème, mais il y a aussi on a bien conscience que on vote pour quelque chose qui ne sera pas appliqué, qui sera appliqué de la même manière. C'est-à-dire qu'on a on a déjà les souvenirs des générations d'avant de combats sociaux, mai 68, ces choses-là où ça s'est planté et on peut voir dans nos aînés, dans nos vieux, on peut voir ce qu'ils sont devenus. Ces ex-maoïstes devenus chefs d'entreprise et qui exploitent des gens. Enfin, on voit ce truc-là. Tu en veux à la génération de nos parents ? Est-ce qu'il y a une rancœur de ta génération vis-à-vis d'eux ? Est-ce que tu leur reproches quoi ? Qu'est-ce que serait quoi leur héritage, disons, lourd à porter ? Moi, oui, clairement. Oui, j'en veux de manière générale d'avoir été mis dans un monde dont on voit la fin et qui se précise de manière qui me semble assez désespérante. Ça, oui. J'en veux aussi à un espèce de roman national qui a été trimballé au fur et à mesure et dont on voit certains vieux démons aujourd'hui essayer de le raviver et de faire passer les heures les plus sombres pour des actes héroïques. J'en veux de pas à l'école avoir appris ce qu'était la réelle histoire de la France, c'est une histoire de colonisation, une histoire de violence, une histoire de pillage, une histoire de viol, une histoire d'oppression, et de pas avoir appris ça, d'avoir appris tout le contraire et pas ça. J'en veux parce qu'aujourd'hui on hérite de tous ces sujets-là aujourd'hui et on doit se débrouiller avec sans connaître l'histoire qu'il y a derrière. Donc j'en veux de cette écriture-là. Et par rapport plus précisément au mouvement justement d'idéaux qui ont essayé de s'en sortir et qui se sont écrasés, oui, j'en veux d'avoir mis comme une espèce de poids de l'histoire et c'est impossible. On a essayé, on a foiré, donc ça veut dire que c'est pas possible. Donc ça, ouais, clairement. Tu parlais tout à l'heure, tu employais le mot gerber. Il se trouve que un dernier texte que tu viens de publier dans Les Inrocks, là, il y a quelques semaines, qui est un numéro consacré à des textes sur de quel pays rêvez-vous. Tu as écrit un texte qui s'appelle Gerbe de France. Et donc, je ne sais pas dans quelle mesure on peut imaginer que le motif du vomi, en tout cas, est pour toi important. Mais qu'est-ce qui traduit ? Parce que je disais tout à l'heure rapidement qu'il y a quand même l'ennui, le néant, le vide. C'est quand même des motifs qui sont quand même assez présents dans tes livres. Qu'est-ce qui te fait rêver aujourd'hui ? Ce serait quoi que tu partagerais, disons, comme rêve avec ta génération, les gens avec qui tu partages tes journées ? Ce serait quoi aujourd'hui ? Ce serait pour être quoi aujourd'hui le projet d'une jeunesse qui te ferait aujourd'hui, qui t'extrait ? Si justement j'ai écrit, on nous a posé la question quel est le pays dont vous rêvez ? J'avais la sensation que le seul rêve qui était autorisé, qui était possible aujourd'hui, c'était d'imaginer qu'à un moment donné la France se regarde en face son histoire, regarde en face ce qu'elle est en train de produire aujourd'hui, et que peut-être que ça c'était le seul rêve possible
à partir du moment où on se regarderait réellement en face, de la place qu'on a dans l'échiquier mondial, de la place qu'on a par rapport aux catastrophes climatiques, la place qu'on a par rapport aux rapports de domination qui se passent sur notre territoire. À partir de ce moment-là, on pourrait peut-être commencer à espérer rêver. Mais avant ça, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de possible. Est-ce que le nihilisme, c'est un mot qui a du sens pour toi? Est-ce qu'une génération nihiliste, est-ce que c'est un concept que tu pourrais revendiquer, ou est-ce que il est trop sombre, ou disons qu'il est peut-être trop partial? Est-ce que tu pourrais dire qu'aujourd'hui le nihilisme est un horizon qui définit une partie de cette génération? Je suis pas sûr. Je crois que le nihilisme, c'est pas que c'est trop sombre. Hein. Je crois que c'est galvaudé. C'est galvaudé parce que le nihilisme a été le berceau des pensées les plus fascistes. Il est aujourd'hui utilisé beaucoup sur les réseaux sociaux par des masculinistes, par des virilistes qui se réclament de ce nihilisme-là. J'ose espérer que ma génération n'est pas pétrie de ça. Je crois que c'est plus une extrême lucidité. Je sais pas, c'était comment, toi, d'être jeune? Moi, c'était la bof génération, ma génération à moi. C'est-à-dire que c'était une génération un peu molle, qui n'avait pas beaucoup de grandes causes, qui était un petit peu indifférente. Après, je suis dans une énorme catégorisation générale, hein, mais c'était un concept qui était très fort. C'était le Nouvel Observateur, je crois, qui avait sorti la bof génération. Mais on a eu d'autres problèmes aussi. On est avec la crise aussi, hein, je te rassure. Mais alors, par rapport à ton travail de romancier, ça m'intéresse, parce qu'il y a un livre qui vient de sortir là, d'Alexandre Geffen qui s'appelle La littérature est une affaire politique. C'est un livre d'entretien avec beaucoup de romanciers. On parlait tout à l'heure de Nicolas Mathieu, mais il y a aussi Mathias Sénard, Aurélien Bélanger, Camille Toledo, Chloé Delhomme, Alice Zeniter. Bon, bref, une génération, disons, aujourd'hui, qui est un petit peu, disons, un peu les romanciers un peu, qui racontent le monde d'aujourd'hui, qui tous vraiment revendiquent l'idée, pas forcément d'ailleurs de faire de la littérature engagée, parce que le mot est pareil, très galvaudé, très, très, très faible, mais en tout cas d'avoir un rapport, disons, au temps présent, à la politique, essayer de traduire vraiment aujourd'hui qu'est-ce que c'est la société contemporaine. Est-ce que tu te situes dans cette tradition-là, ou comment toi, en tant que jeune romancier, qui quand même aujourd'hui est assez salué, vraiment tes deux romans, t'es très remarqué, est-ce que tu te sens appartenir à la fois à une génération et surtout à un courant littéraire précis? Non, après, de dire qu'il y a une littérature qui soit politique, je pense que c'est j'ai pas le mot intelligent pour le dire, mais je crois que toute littérature est politique, et je crois que tout art est politique, et que c'est une banalité que de dire ça. Il y a des écrivains qui revendiquent l'idée de s'en dégager, d'être un peu, d'être dans un rapport plus esthétique, un peu dégagé de ça. Hein. Ouais, mais je crois que ça, c'est un doux mensonge qu'on se raconte et auquel on veut bien croire, mais en réalité, même si on écrit un livre de bien-être, c'est une politique. C'est une politique qui considère que, j'en parlais tout à l'heure, qui considère que le problème vient de soi et que c'est soi qu'il faut dépasser. Si on écrit des page-turners, des trucs qui se lisent facilement et qui ont rien de substantiel, c'est aussi politique. C'est faire en sorte de créer un espace un espèce d'opium qui va faire en sorte d'oublier le réel et le poids du réel. Quoi qu'il arrive, c'est politique. Donc pour moi, c'est évident, autant s'en saisir réellement, l'assumer, et le porter jusqu'au bout, plutôt que de faire la fine bouche et de garder comme ça entre les dents en faisant croire que c'est autre chose. Alors, des fois d'être heureuse, la jeunesse, est-ce qu'elle au moins elle est inspirante? Est-ce qu'elle, quand tu es romancier, est-ce que c'est une matière aujourd'hui qui peut te donner envie d'écrire, précisément de mettre des mots? Ouais, ça pour le coup, ouais, parce que en acte, elle est loin de tous les clichés véhiculés par les médias, tous les clichés véhiculés par les politiques, tous les préjugés aussi qu'on peut avoir nous-mêmes. Je suis à chaque fois surpris dans les ateliers d'écriture que je fais, dans les rencontres que je fais. Il y a un mois, je faisais un atelier d'écriture à Provins, dans un lycée technique et agricole, avec des conducteurs de chantier, et qui déjouaient, j'en étais sûr avant d'y arriver, mais qui déjouaient tous les clichés qu'on pouvait avoir sur des jeunes gens qui vivraient au fin fond du 77 et qui vont devenir conducteurs de chantier. Donc les ateliers d'écriture que tu animes, c'est pas forcément avec des jeunes pour le coup, ça peut être aussi des gens plus âgés. J'ai déjà fait dans plein de structures différentes, dans des centres pénitentiaires, mais aussi beaucoup avec des jeunes, parce que c'est génial à faire. J'avais une question que je voulais vous poser à tous les trois, parce qu'il y a quelque chose qui me frappe pas mal dans la jeunesse aujourd'hui, c'est pour le coup, il me semble que c'est assez
un signe distinctif de cette génération-là, c'est le repli sur la famille. La famille a l'air d'être aujourd'hui un rempart, enfin en tout cas une forme de protection, et il y a une volonté de beaucoup de jeunes de se raccrocher à la famille, ce qui n'était pas du tout a priori disons un réflexe de la génération précédente, qui est plutôt l'inverse, une sorte justement de rupture un peu avec ça. Et comment expliquer, enfin on peut le comprendre socialement, j'imagine, Stewart, s'il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas d'autre choix que de se replier sur la cellule familiale. Oui, en fait, c'est vrai que la famille, c'est intéressant d'observer son rôle vis-à-vis de ces jeunesses-là, puisqu'on est passé d'une cellule du conflit à une cellule effectivement de la protection. Et je trouve que ça veut dire beaucoup. Genre, je ne sais pas ce que ça veut dire entièrement, mais je pense que ça dit beaucoup de ce qu'on est en train de vivre. Alors oui, il y a l'effet Covid où voilà, ceux qui ont pu se retourner vers leur famille l'ont fait et ont perçu en elles effectivement ce qui leur a permis peut-être de composer avec les incertitudes. Et je trouve que c'est intéressant parce que pour le coup, je trouve, alors là, je vais peut-être faire un pas de côté sur ce que tu disais très justement, c'est qu'on est quand même face à une jeunesse qui vit, pour moi, un symptôme, c'est qu'on refuse de concevoir que c'est aussi ce qu'on en fait. Je le disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que cette jeunesse-là, elle n'est pas née comme ça en se disant, ben voilà, on va s'exprimer comme ça et on va se reconnaître comme ça. Je pense que c'est une grammaire aussi qui fait qu'à un moment donné, elle se conjugue de cette façon-là. Et je trouve que ce qui manque quand on parle de cette jeunesse-là, c'est de lui reconnaître sa capacité de créativité, mais pas de la créativité simplement au sens artistique ou littéraire, mais cette créativité au sens de pouvoir faire elle-même par elle-même. Et la créativité, tu parlais tout à l'heure d'héritage, je trouve que c'est très intéressant de parler d'héritage. Et c'est très intéressant de parler de la jeunesse, parce que c'est très intéressant de parler de génération. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on va avoir autant de générations qui vont vivre au même moment. Et parler de la jeunesse, là, aujourd'hui, c'est intéressant, mais ça l'est parce qu'en fait, c'est parler de toutes ces générations-là qui, à un moment donné, ont été jeunes. Et c'est parler d'héritage. Et parler d'héritage, c'est parler d'histoire, mais il y a une chose, moi, un peu comme toi, que je partage et qui, en plus, me tient particulièrement à cœur de manière personnelle, c'est la question de la transmission et de la mémoire. Et dans la mémoire, il y a quelque chose qu'on ne rappelle jamais assez, c'est que la mémoire, ce n'est pas l'histoire, parce que la mémoire, c'est l'histoire du vécu. C'est l'histoire que tu vis. Et la mémoire, c'est pas l'histoire, parce que c'est pas un récit qu'on te donne, c'est pas juste commémorer ce qui n'a pas été, c'est de voir surtout ce que tu vas faire de tout ça. Et cette jeunesse-là, c'est vrai que je trouve qu'on lui donne pas assez les moyens d'écrire ça. Et qu'on est tellement dans une société où on veut toujours tout prévoir, et c'est un sondeur qui parle, en disant, mais est-ce que vous pensez que le modèle de la protection sociale est en train de... J'en sais rien, je vais faire une étude là, mais demain, ça va changer. Mais je pense qu'on ne donne pas assez à cette jeunesse la capacité d'être créative et la capacité, du coup, d'épouser cette incertitude qui est de toute manière la théorie de la vie sociologique, de la vie humaine. Et du coup, je trouve qu'elle est effectivement... soit on lui accole des étiquettes où elle ne se reconnaît pas dedans. Moi, très honnêtement, quand on a coécrit ce livre avec Frédéric, je me suis dit, il y a des choses, je ne suis pas du tout jeune, quoi. Et puis, à un moment, je me suis dit, ah ben si, en fait, là, je suis... Bon, mais c'est comme ça. Et donc, il faut accepter de reconnaître aussi à cette jeunesse-là, d'être dans cet élément de créativité. Et dans cette créativité-là, il faut accepter l'incertitude, il faut accepter les ambivalences, il faut accepter parfois la violence qui peut s'exercer aussi. Et ne pas l'accepter, je trouve que du coup, c'est renoncer aussi, d'une certaine manière, à cette jeunesse-là et à tout ce qu'elle a nous apporté. Salomé, tu veux réagir à ça ? Non, oui, c'était intéressant ce que tu disais aussi sur la mémoire. Et la mémoire, alors certes, il y a des événements un peu factuels, et puis elle est aussi très subjective. C'était, je ne sais plus quand, dans la grande librairie, là, Boris Cyrulnik qui parlait de son dernier livre et qui racontait justement un souvenir, mais qu'il a déjà raconté, mais de lui, petit enfant, essayant d'échapper
à ceux qui venaient le chercher, et probablement pour le déporter vers les camps, et qu'il avait le souvenir d'avoir dévalé un très très long escalier pendant presque de longues minutes avant de pouvoir aller se cacher dans une voiture. Et quand, des années plus tard, il y était revenu, il s'était rendu compte qu'en fait c'était 4-5 petites marches couvertes de mousse, et que le souvenir qu'il avait justement, et toute la mémoire et la transmission qu'il en avait fait aussi par la suite, était sans doute pétri de sa peur à ce moment-là, et puis d'images du cuirassé Potemkin avec un petit garçon qui dévale ce type de marche-là. Donc je trouve ça intéressant, parce qu'on sait bien que la mémoire, elle est aussi faite de ce que nous ont transmis nos parents, nos grands-parents, nos proches, notre famille, justement, alors qu'on soit effectivement recentré sur elle ou qu'on soit en opposition avec elle. Et je trouve que pour le coup, il faut que les jeunes soient très à l'aise avec ça. Les deux sont OK. Le fait d'être proche de sa famille et de se sentir bien avec elle, ou au contraire de se construire en opposition avec ce qui nous a été transmis, ou à un moment donné l'un des deux, et puis ensuite passer à autre chose. Ça fait vraiment partie des choses avec lesquelles je trouve que la jeunesse doit se sentir, ou les jeunesses doivent se sentir très, très à l'aise. Et je rejoins totalement ce que tu disais sur la créativité, et je dirais même la capacité d'action. Mais c'est là où je pense que mettre la lumière sur les jeunes, les valoriser, leur donner confiance en l'avenir et en eux, les respecter, les voir, leur parler, ne pas considérer effectivement que les problèmes, les défis, les difficultés viennent d'eux, mais qu'il y a aussi une dimension collective et une responsabilité collective à les mettre en capacité d'agir. C'est pas un vilain mot, c'est pas un truc à l'américaine, c'est pas un truc à la mode, c'est juste leur donner le choix en fait. Et pour le coup, moi en tant que jeune boursière qui a grandi dans un tout petit hameau à la campagne et qui avait en gros comme choix pendant 18 ans de jouer dans le jardin et éventuellement d'aller faire un tour dans le petit étang artificiel au bout de la commune, j'exagère à peine évidemment, je suis assez contente de travailler à faire en sorte que les jeunes aient ce choix-là de faire ça, et ça peut être chouette, et en même temps s'ils veulent de faire autre chose. Mais ça suppose des décisions, y compris politiques. Et à nouveau, ça, je trouve que ça n'est pas... politique, ça ne veut pas forcément dire méchant, ça ne veut pas forcément dire violent, ça ne veut pas forcément dire galvaudé, agressif. Et si la solution et les solutions ne viennent pas main dans la main des artistes, des politiques, de la société civile, des entreprises, il n'y aura pas de solution à la hauteur de l'enjeu qui est les jeunesses françaises dans leurs fractures, dans leurs points de convergence. Et c'est un travail de tous les jours qui se fait à la fois effectivement sur le terrain et puis avec un petit peu de hauteur de vue aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à notre discussion. Je pense que en effet c'est ça. Je pense qu'on espère qu'on pourra soutenir cette jeunesse créative. En tout cas, je vois bien qu'on avait 3 voix de la jeunesse française ici ce soir, qui nous donne un peu quand même l'espoir dans la possibilité même de leur imaginer un avenir un peu plus, disons, radieux, je ne sais pas, mais en tout cas plus solide. Merci beaucoup à tous les 3, et bravo pour vos travaux, et merci à vous, et à très bientôt. On va parler normalement la prochaine fois, on va discuter du féminisme aujourd'hui dans le monde entier. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci, au revoir. Merci.